Cet épisode est une présentation des presses de l'Université de Montréal, active dans le monde de l'édition depuis 50 ans. Un livre qui a certainement eu une grande importance, qui a changé ma trajectoire peut-être, c'est Sociolinguistique de William Labov. Je tombe sur cet ouvrage en 1980 et je découvre toute cette théorie de Labov qui explique en réalité comment la langue traduit tous les rapports entre les groupes sociaux, entre les membres d'une communauté linguistique. Donc ça a été comme une révélation. Au fond, cette théorie-là est un moyen d'exploration des sociétés qui est très puissant, parce que la langue va traduire des changements, des transformations dans la société de manière extraordinaire. Ça a complètement orienté toute la suite de mon travail, en réalité. Aujourd'hui, les publications universitaires abordent l'évolution de la langue française au Québec en compagnie de Chantal Bouchard, linguiste et professeure au département de langue et de littérature française de l'Université McGill. Elle sera avec nous pour parler de son livre « Méchante langue, la légitimité linguistique du français parlé au Québec ». Méchante langue. C'est un méchant livre. C'est bon, merci. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre entrevue pour parler de votre livre. Pourquoi avoir écrit un livre sur la légitimité linguistique du français parlé au Québec? C'est parce que j'en avais écrit un autre avant, d'une certaine façon. Parce que lorsque j'avais travaillé sur l'ouvrage que j'ai publié il y a pas mal d'années, La langue et le nombril, j'avais étudié l'histoire des rapports des Québécois avec leur langue depuis la fin du 19e siècle jusque vers 1970. Et je m'étais basée sur des articles de journaux, des discours, des ouvrages, tout ce qu'on disait sur le français qu'on parlait ici, les chroniques linguistiques dans les journaux et tout ça. Et ce qui était frappant, c'est que dès mes plus anciens documents, donc 1860 et tout ça, je pouvais voir que le français qui était parlé ici n'était pas jugé complètement légitime. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir un discours négatif à propos du français parlé ici, qui était peut-être pas un français vraiment conforme au vrai français, au français normatif, au français parisien, etc. Et ça posait déjà problème à la fin du 19e siècle. Comme les Québécois ont commencé à écrire à propos de la langue relativement tard au 19e siècle, j'avais pas tellement de documents antérieurs. Et par ailleurs, je savais très bien que tout ce qui avait été dit sur le français qui était parlé ici en Nouvelle-France, à l'époque de la Nouvelle-France, c'était au contraire extrêmement positif. Tous les auteurs disaient qu'on parlait ici un français très conforme au bon usage du français. À l'époque, donc du 7e, 18e siècle, le français était vu très, très positivement. Alors, je me demandais, qu'est-ce qui s'était passé entre-temps, entre 1760, le moment où il y a la rupture entre la France et la Nouvelle-France, la cession du Canada à l'Angleterre, et 1840, 1850, pour que une langue qui était jugée très positivement et conforme à la norme, pourquoi cette langue, soudainement, serait devenue beaucoup moins légitime, qu'on aurait mis en cause toutes sortes d'aspects de cette langue parlée. Alors voilà, donc j'ai cherché à comprendre cette perte de légitimité et ça a été le cœur de ma recherche. Est-ce que le français qui était parlé en Nouvelle-France était comparable à celui qui était en France à la même époque? Oui, tout à fait. Sauf qu'il faut bien savoir qu'en France, à la même époque, c'était loin d'être tous les sujets du roi de France qui parlaient le français. Le français, c'était la langue du roi, la langue de la cour, la langue de la région parisienne, la langue des classes supérieures, la langue des villes, mais il y avait encore de très grandes régions en France où on parlait soit d'autres langues, comme
le basque, le breton, l'alsacien qui est une langue germanique. Donc des variétés de langues proches du français, mais assez différentes pour qu'on les considère comme des patois par rapport au français central. Donc en France, on parlait le français, mais il y avait peut-être un tiers de la population qui parlait le français. Le reste parlait toutes sortes d'autres variétés de langues. Tandis qu'ici, la situation de la colonie, la façon dont les colons sont arrivés ici, etc., a fait en sorte que le français est devenu, dès le départ, la langue de tout le monde, parce que c'était la lingua franca. C'était la langue qui permettait à tout le monde de communiquer, que c'était évidemment la langue de l'administration de la colonie, et que les patois, si jamais il y avait des colons qui venaient de régions où on parlait les patois, par définition, un patois, c'est une langue qui est parlée dans une zone très, très limitée, généralement rurale, écartée, etc. Et ces langues-là ne peuvent pas servir à la communication, en tout cas, ne sont pas intercompréhensibles tellement entre elles. Donc, tout le monde avait adopté le français et tous les enfants qui naissaient dans la colonie, qu'on appelait des Canadiens, avaient le français comme langue maternelle, dès le départ. Et ça surprenait tout le monde. En fait, les voyageurs, les commentateurs, le marquis de Montcalm et d'autres disent tout le monde parle très bien le français, même les paysans parlent bien le français, ce qui était très surprenant au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. En France, ce n'était pas le cas. Et donc, on parlait bien le français ici. Est-ce que c'est pour ça qu'on raconte souvent que les Québécois parlaient français avant la France? C'est vrai si on prend la société d'ensemble, globalement, parce que, comme j'expliquais à l'instant, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, c'était loin d'être tous les Français qui parlaient le français. L'unification linguistique en faveur du français et la disparition des autres langues et des patois et tout ça ne s'est réalisée que vraiment au XXe siècle. Alors que ici, dès le début du XVIIIe siècle, le français était la langue de tout le monde. Donc effectivement, l'unification linguistique est bien antérieure. Ce qui s'est produit ici est bien antérieur à celle qui s'est produite en France, qui a été plus longue à réaliser. Quels seront les effets de la conquête sur le français parlé au Québec? Ce qui arrive au moment de la conquête, forcément, il y a un changement de régime. Donc, tous les gens qui étaient les cadres de la colonie, les administrateurs, les envoyés du roi, ceux qui avaient des postes administratifs, évidemment, ceux-là rentrent en France. Ce qui veut dire qu'une couche importante de la classe supérieure est partie et ça a eu toutes sortes de conséquences, évidemment. Donc, le modèle linguistique le plus prestigieux n'était plus représenté que par une proportion beaucoup plus faible de personnes. Les gens instruits étaient beaucoup moins nombreux, du coup. Il y a eu aussi une espèce d'effondrement de tout le système d'enseignement qui existait à l'époque de la Nouvelle-France. Il y avait des petites écoles un peu partout, il y avait des collèges, il y avait le système tel qu'il avait fonctionné, où on enseignait aux enfants à lire, on enseignait le catéchisme, etc. C'est aussi en grande partie effondré. Donc, en Nouvelle-France, le niveau d'instruction et d'alphabétisation était comparable à la France d'Ancien Régime, c'est-à-dire, je crois que c'était autour de 23% sur l'ensemble de la colonie des gens qui savaient lire et écrire, mais on tombe à peut-être 13% ou 10% ou 11% à la suite du changement de régime. Donc là, évidemment, lorsque la portion instruite de la société rétrécit considérablement, c'est évident que ça a des effets sur la langue. À partir de ce moment-là, et pendant plusieurs générations, le français va se transmettre, pour la vaste majorité des gens, essentiellement à l'oral. La langue orale est toujours plus pauvre en termes de vocabulaire, de structure plus recherchée, etc., par rapport à la langue écrite. Le changement de régime a tout de suite un effet direct, on peut dire, ne change pas la langue en elle-même beaucoup, mais change la manière dont elle va être transmise pendant quelques générations et fait progresser la langue populaire à l'intérieur de cette société et fait disparaître une bonne partie du modèle de prestige
qui était représenté par ces gens qui quittent la colonie au moment du changement de régime. Et après la conquête, comment le français évolue de l'autre côté de l'Atlantique? Le français, bon, on est au 18e siècle, bon, à la fin du 18e siècle, et le français, j'imagine, n'aurait pas spécialement beaucoup changé, ou en tout cas pas très rapidement, s'il n'y avait pas eu un événement assez massif quand même, et qui a des conséquences sociales considérables, c'est-à-dire la Révolution. La Révolution française, donc, qui commence en 1789 et qui va se poursuivre pendant plusieurs années, qui va être suivie ensuite par l'Empire, bon, et tout ça. Donc, il y a une période assez longue qui va jusqu'à peu près 1815, où la société est très profondément transformée. La Révolution française va donner un coup d'accélérateur à l'instruction publique. Les révolutionnaires vont, au nom de l'égalité, vouloir instruire le peuple parce que c'est le seul moyen d'avoir l'égalité sociale, c'est que il faut que à ce moment-là, tout le monde ait accès à l'instruction publique, etc. Donc, il y a vraiment une augmentation importante et rapide du taux d'alphabétisation et donc de diffusion de la langue normative, parce que forcément, par l'enseignement, c'est la langue normative qui est enseignée. Ça, évidemment, va aussi avoir beaucoup de conséquences sur la norme parce que peu à peu, les gens ne vont pas se fonder sur la tradition orale de la prononciation, mais sur la façon dont les mots sont écrits. Alors, on va se mettre à restaurer tout un tas de prononciations, de phonèmes, de consonnes, ou qui étaient effacés dans le français d'Ancien Régime et qui vont se mettre à être reprononcés à partir de quelque part au 19e siècle à cause de l'influence de la langue écrite. Et ça, ce phénomène-là ne se passe pas ici puisque les gens ne sont pas instruits. Donc la langue écrite ne peut pas jouer ce rôle, cette influence, ce qui va accentuer les écarts entre le français de là-bas et celui d'ici. Et dans votre livre, vous consacrez plusieurs dizaines de pages à une analyse de la première querelle linguistique qui est apparue au Québec en 1841. Quelle est l'histoire de cette querelle? C'est une querelle qui démarre, une polémique plus exactement, qui démarre lors de la parution d'un ouvrage, le Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, suivi d'un recueil de locutions vicieuses. Un manuel scolaire, littéralement, qui est en réalité une sorte de dictionnaire des difficultés du français, qui est publié par un directeur de collège, Thomas Maguire, qui, lui, a fait une compilation de divers ouvrages français, dictionnaires, grammaire, etc., pour constituer un manuel destiné aux élèves des collèges, parce qu'il y avait une pénurie très grave de manuels scolaires. Donc, pour combler des lacunes et assurer un enseignement de la langue, etc., dans les collèges, Thomas Maguire fait cette compilation, la publie. Quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, paraît dans un journal de Québec, la Gazette de Québec, un très long article critique, assez virulent, qui s'en prend à ce manuel et qui dit que ce manuel contient des tas d'erreurs et prône des choses qui ne sont pas correctes. C'est Joseph Demers, qui est lui aussi un directeur de collège, celui du Petit Séminaire de Québec. Et donc, c'est un pédagogue. Et il y a donc une discussion très vive, très enflammée d'ailleurs entre les deux, sur ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct en matière de langue française. Or, Thomas Maguire, puisqu'il s'adressait à un public canadien, avait intégré à son dictionnaire de difficultés tout un tas de commentaires et de condamnations de ce qu'on pourrait appeler des canadianismes, des prononciations qu'il jugeait déviantes, des mots qu'il estimait n'être pas français. Il y a un échange donc de lettres par l'intermédiaire de la Gazette de Québec. Il y a une autre personne, Étienne Parent, qui était le directeur du Canadien, un autre journal, qui fait un long commentaire sur l'ouvrage de Thomas Maguire.
et qui lui dit, ben oui, Monsieur Maguire dit que tel ou tel mot ne sont pas français, mais on en a besoin, on n'en a pas d'autres, est-ce qu'il pourrait suggérer? Bon. Donc on a toute une discussion sur ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime aux yeux des lettrés québécois de 1842, qui nous permet de pénétrer dans leur perception à la fois de ce qui est légitime, ce qui est du français, ce qui est légitime, et de ce qui ne l'est pas. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord sur certains points, mais au fond, une fois qu'on analyse toute la querelle, on se rend compte que, grosso modo, ils sont assez d'accord. Ils ne donnent aux Canadiens qu'une très, très mince marge de manœuvre. Après la conquête, le Canada est coupé de son ancienne métropole culturelle. Comment s'opère la contamination des anglicismes dans le français au Canada? Évidemment, ça se produit progressivement. C'est évident qu'au début, au moment où le régime anglais commence, les anglophones sont très peu nombreux. Et ils sont, surtout dans les villes, bon, principalement Québec, Montréal, Trois-Rivières, et ils sont très, très peu nombreux par rapport à la population de langue française. Mais, peu à peu, le vocabulaire s'anglicise d'abord par le biais du vocabulaire juridique, du vocabulaire économique, etc. Mais le gros de la population n'est pas tellement en contact avec l'anglais. Là où ça va devenir vraiment beaucoup plus aigu, c'est à partir de la fin du 19e siècle, lorsqu'il y a vraiment le mouvement d'urbanisation, d'industrialisation et de prolétarisation des Canadiens français qui vont se retrouver dans les villes, des villes complètement dominées par les anglophones, vont devenir les employés d'entreprises qui appartiennent aux Anglais et vont se retrouver dans des milieux de travail où ils vont devoir utiliser de l'anglais, etc. Et là, la langue de tout le monde va s'angliciser très, très fortement, et en particulier celle de la classe ouvrière. C'est ce qui a donné naissance au joual, en réalité. C'est l'amalgame de la langue archaïque des paysans et de cette anglicisation très, très massive. Mais ça arrive ça commence à la fin du 19e siècle et ça va durer une bonne partie du 20e siècle jusqu'à peu près à 1960, quand on va donner un nom à cette langue-là, quand on va l'appeler le joual, ça va être perçu comme quelque chose de très grave, de dramatique, parce qu'on ne sera plus très sûr que c'est du français. Qui ont été les personnes les plus critiques de notre façon de parler le français au Québec? Les Français de France ou les Québécois instruits? Certainement les Québécois instruits. Ça ont toujours été les plus durs. Pourquoi? Sans doute parce que ça traduit leur inquiétude, parce qu'ils étaient très inquiets. Tandis que les Français ont un regard souvent beaucoup plus ouvert, plus sympathique, qu'on pense, enfin, on a toutes sortes de commentaires, là, j'en cite plusieurs, mais je pense même à quelqu'un que j'ai pas cité dans mon livre, mais Louis Hémon, qui a intégré justement, lui, le français des paysans canadiens à son roman, sans les guillemets. Il n'avait pas mis de guillemets, Louis Hémon. Il avait carrément intégré le français. Il avait fait en sorte de pouvoir le faire lire par des Européens sans problème. Chez les lettrés ou les gens instruits canadiens-français, il y avait une réelle inquiétude de voir la façon dont la langue évoluait, parce que l'écart qu'on avait commencé à percevoir vers 1840 et 42 entre la norme du français et la langue telle qu'on la parlait ici, eh bien, il ne cessait de s'agrandir avec justement le phénomène d'anglicisation. Donc, ça finit par créer un sentiment d'inquiétude très aigu chez ces gens-là, qui voient que si on continue, si on laisse faire, si on ne met pas un frein à cette évolution, on risque d'aboutir à une sorte de langue hybride qui ne sera plus reconnue comme du français. Et or, le fait que nous parlions le français, si on avait parlé une autre langue européenne, le hollandais, par exemple. Il y a eu des populations hollandaises importantes qui sont implantées un peu partout en Amérique, ou l'allemand. Il y a eu des zones où l'allemand était très bien implanté aussi.
Ces langues-là n'ont jamais survécu. C'est que le français, c'était la langue la plus prestigieuse au 19e siècle, à l'échelle internationale. Toute la bonne société anglaise, même la bonne société américaine, la bonne société de toute l'Europe, la Russie, etc., tous ces gens parlaient le français. C'était la langue de prestige. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement précieux pour la petite collectivité isolée, pauvre et dominée des Canadiens français, qu'on parle cette langue si prestigieuse. Mais il fallait qu'on continue à pouvoir dire qu'on parlait le français. Donc il ne fallait pas que cette langue s'éloigne trop. D'où cette espèce d'anxiété qui se traduit constamment dans le discours des élites canadiennes françaises pendant toute l'histoire, pour ainsi dire. Au Québec, est-ce que la Révolution tranquille va entraîner une transformation du rapport à la langue? Oui, par contre-coup, puisque la Révolution tranquille, son premier effet, c'est un effet social important, c'est une progression socio-économique des francophones, qui jusque-là ne maîtrisaient pas l'économie du Québec. L'économie du Québec était entre les mains des Anglo-Canadiens et des Américains. Et la Révolution tranquille, en faisant en sorte qu'on prenne le pouvoir économique, a amélioré la position des francophones au Québec. Et donc, a amélioré du même coup tout ce qui est produit par cette société francophone québécoise, c'est-à-dire donc à améliorer aussi, bien sûr, bien entendu, l'opinion qu'on a sur la langue. Il faut dire aussi qu'il y a la progression de l'instruction de tout le monde. Le niveau de scolarité, etc., collectif a énormément progressé en 40 ans, donc ça a eu, bien sûr, un effet très important sur ce plan-là aussi. Et est-ce que le français québécois s'est rapproché du français de France depuis la Révolution française? Oui, d'une certaine façon, les traits les plus éloignés du français normatif en termes de prononciation, de vocabulaire, etc., ça a régressé. Et donc, oui, le français qu'on parle ici, c'est effectivement rapproché du français qu'on parle en France ou du français normatif. Mais il y a un autre facteur qui est très intéressant, c'est que, bon, il s'est rapproché objectivement, mais c'est comme si on s'était collectivement donné le droit quand même d'avoir un certain nombre de choses qui nous sont propres. Si vous comparez la façon dont, par exemple, les annonceurs de Radio-Canada parlaient dans les années 50-60 et la façon dont ils parlent maintenant, vous allez pouvoir observer qu'il y a une transformation dans la prononciation, c'est-à-dire que les annonceurs et tout ça ne cherchent plus à effacer un certain nombre de traits de prononciation qui sont distinctement québécois. Ça montre qu'il y a une manière de parler le français québécois qui est prestigieuse, qui est valorisée dans la société québécoise, ce qui n'était pas du tout le cas en 1960. Il n'y avait aucun accent québécois qui était prestigieux en 1960. En 2012, est-ce que la question de la légitimité linguistique du français parlé au Québec est derrière nous? Pas tout à fait. Certainement que notre français est aujourd'hui... Enfin, il faut comprendre que la notion de légitimité, ça relève d'une perception, d'un sentiment. Est-ce que les Québécois jugent leur langue légitime aujourd'hui? Certainement beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Je pense que collectivement, on a beaucoup plus d'assurance par rapport à notre langue. On a plus le sentiment de la maîtriser. On a moins le sentiment d'aliénation qui était très, très fort dans les années 1950. Il y avait vraiment un sentiment qu'on était en train de perdre la langue. Là, ça a beaucoup changé. Je crois que aussi parce que le Québec s'est développé comme société beaucoup depuis une quarantaine d'années, sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, on a collectivement une meilleure opinion de nous-mêmes et donc on a aussi une meilleure opinion de notre langue et on a aussi, je pense, en tout cas en partie, le sentiment que c'est légitime que notre français ne soit pas identique à celui d'autres pays francophones parce qu'il charrie notre histoire, notre vie collective, etc. Donc tout ça, donc oui, il est plus légitime, mais il y a quand même une question de génération. Les gens âgés
ont vécu une époque où, justement, on leur a appris à avoir honte de leur français, et ça, on se débarrasse pas de ça facilement. Et moi, j'observe encore beaucoup chez des gens plus âgés. Bon, chez mes étudiants, je vois beaucoup plus d'assurance que dans les générations d'avant. Mais tant qu'on n'aura pas complètement passé ce cycle, on va rester quand même avec une espèce d'insécurité, d'incertitude. On n'est pas tout à fait complètement assuré. L'histoire de la légitimité, bon, la perte de légitimité, elle est effective, elle a duré longtemps. On a commencé à la récupérer depuis un certain temps, mais je pense que c'est un processus qui est en cours et qui n'est pas terminé, et qu'il faudra encore peut-être 1 ou 2 générations à compléter, si tout va bien. Parce qu'il peut arriver des choses qui gâchent la sauce aussi. On ne sait jamais. Le sociolinguiste se met en position d'observateur et il essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, il étudie la façon dont les gens utilisent la langue, prononcent tel son, tel autre, pourquoi tout à coup telle manière de parler qui était prestigieuse à une certaine époque cesse de l'être. C'est comme ça qu'on entre à l'intérieur des sociétés. Et donc, on est toujours un peu comme un martien qui observe une communauté sans mettre la valeur affective qu'on y met quand on est à l'intérieur de la société. J'ai été élevé à Montréal, j'ai appris à juger bien ou mal telle ou telle manière de parler et je ne suis pas immunisé contre ça. Il y a des choses qui m'agacent, il y a des manières de parler que je trouve ridicules ou que je trouve vulgaire, mais en même temps, quand je réfléchis à la société, là, je me mets en position complètement neutre et je regarde ce qui se passe, j'essaie de comprendre. Cet épisode est une présentation des presses de l'Université de Montréal, active dans le monde de l'édition depuis 50 ans.